Bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un pourrait écrire un petit message pour savoir si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien, pour qu'on puisse commencer? Mettez ça sur le chat, un petit oui. Ok, cool. Bah, merci à tous d'être là pour le webinaire. Du coup, moi, je suis la responsable marketing de Cherrypick. On est une plateforme qui met en relation donc, les freelances de la tech et les entreprises. Et bah, on fait plusieurs webinaires pour vous accompagner dans votre vie de freelance. Et aujourd'hui, on va parler de comment emprunter quand on est indépendant, parce que emprunter sans CDI, même en 2020, c'est toujours un peu la galère. Du coup, aujourd'hui, on a invité Ali, le fondateur de Mansa, et Fatih, le fondateur d'Achille, qui vont bah, vous expliquer un peu comment ça se passe pour emprunter, comment booster votre dossier, etc. Et vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions. D'ailleurs, pour vos questions, ce serait bien de les mettre dans l'onglet dédié questions et pas dans le chat pour qu'on s'embrouille pas. Et voilà. Du coup, je vais laisser Ali en premier se présenter rapidement, qui t'es et présenter Mansa. Ça marche. Du coup, moi, je suis Ali, le CEO et cofondateur de Mansa, qui est une jeune startup qui a été créée il y a un peu moins d'un an maintenant, avec l'objectif de permettre aux freelances, aux indépendants et aux professions libérales d'avoir accès à un prêt bancaire, que ce soit pour des besoins personnels ou professionnels, donc jusqu'à 10 000 euros. On ne fait pas du tout de crédit immobilier, on est plutôt sur du conso et sur du pro. On a levé un peu plus de 2 millions d'euros fin d'année 2019 avec un fonds français qui s'appelle Founders Future et pas mal de business angels. Et on a lancé le produit tout début 2020 et on a eu une très très forte croissance dès le début parce qu'on a signé une cinquantaine de partenariats avec plein de boîtes de l'écosystème freelance, dont Cherrypick, qui distribue notre offre à leurs indépendants. Donc le process est assez simple, je reviendrai peut-être plus en détail par la suite. Mais l'idée, c'est qu'en tant qu'indépendant, on puisse avoir sa réponse en 10 minutes et les fonds débloqués en 24-48 heures avec une expérience qui est entièrement en ligne et digitalisée. Donc, on est un peu plus de 15 aujourd'hui dans la boîte entre Paris et Londres. On est principalement sur le marché français, mais on ne va pas tarder à lancer le Royaume-Uni d'ici la fin de l'année. Cool. Vous avez vite progressé en vrai, comme boîte. Ouais. C'est cool. Fatih, du coup, à toi. Yes. Bonjour à tous, je suis Fatih, le fondateur d'Achille. Achille, c'est une startup qui a une mission simple, c'est faciliter l'accès à l'emprunt immobilier pour tous les profils marginalisés. Donc, dans ces profils marginalisés, on retrouve les indépendants, mais on retrouve aussi les intermittents, les intérimaires, les seniors, les expats, les étrangers, toutes ces typologies d'emprunteurs qui, pour X ou Y, se retrouvent en difficulté quand il s'agit de faire une demande d'emprunt. Donc, comment on répond à cela? En fait, Achille est une plateforme de mise en relation entre particuliers et courtiers spécialisés. Donc, l'idée, c'est de faire des matchings intelligents, c'est d'évaluer le besoin des particuliers qui viennent nous demander renfort sur la plateforme et derrière de les mettre en relation avec un courtier qui soit adapté et compétents pour mettre toutes les chances de leur côté. Donc voilà. Et nous, on est 4, on n'a pas encore levé, on est bootstrappé à ce stade-là. Et on a jusqu'à maintenant une quarantaine de clients qui ont déjà obtenu leur prêt immobilier en passant par Achille. Ok, cool. Du coup, je pense que on peut. Je vais vous laisser parler tous les deux pour comprendre pourquoi c'est encore si compliqué d'emprunter quand on n'a pas de CDI auprès des banques. Vous voulez que je commence? Vas-y. Ok. Alors, nous, en fait, on avait créé Mansa en partant d'un constat assez simple, comme tu le disais, Tiffany, à juste titre. C'est extrêmement complexe en tant qu'indépendant d'emprunter de l'argent aujourd'hui dans une banque, pour une raison assez simple et un peu technique, qui est que en fait, les banques utilisent ce qu'on appelle des modèles de scoring. Donc, en fait, c'est des modèles de risque qui vont déterminer si tu es éligible ou non à un prêt. En fait, ces modèles de risque ont été créés vers les années 80-90 et adressaient en fait le modèle traditionnel du salariat et de la fiche de paye. Donc en fait, quand tu veux un crédit à la banque, de manière très simple, il y a des cases et ton banquier te dit écoute, j'ai besoin d'une fiche de paye avec un revenu stable et qui vient d'une seule et unique source de revenus, donc généralement ton employeur, et du fameux CDI. Donc en fait, tous les éléments que ne peuvent pas fournir des indépendants, qui ont généralement différentes sources de revenus parce que plusieurs clients et qui ont des revenus qui sont relativement volatiles. Et en fait, cette crise l'a très bien montré, c'est que
Même avec du PGE, quand on parlait de crédit plus professionnel, les banques étaient aussi là très adaptées aux PME, aux plus grosses entreprises qui avaient 3 bilans à fournir. Donc en fait, que ce soit sur le crédit conso, sur le crédit pro, tu as un vrai trou dans la raquette. Comme je te disais, cette crise l'a vraiment montré. Et en fait, si tu veux être capable d'adresser cette nouvelle population-là, il faut comprendre qui sont ces gens-là, parce que la plupart des banques, et pour discuter avec beaucoup de banquiers, on se rend compte que les banques tradies ont l'impression qu'un indépendant est forcément un VTC ou un Deliveroo, ou en tout cas un profil précaire. Tu as vraiment ce stéréotype-là, alors qu'en fait, la plupart des indépendants, nous, qu'on adresse à Mansa, c'est des développeurs, c'est des consultants, c'est des infirmiers en libéral, des professions juridiques comme des avocats, des juristes qui gagnent relativement bien leur vie. Donc en fait, tu as ce premier point-là et tu as le deuxième point qui est vraiment d'un point de vue purement tech, comment tu sors des cases très traditionnelles pour mieux appréhender un dossier d'un indépendant qui a des revenus volatiles, différentes sources de revenus, etc. Donc en fait, les deux principales raisons selon nous, c'est un vrai problème de compréhension des banques tradies qui ont l'impression qu'un indépendant est forcément un profil précaire, et deux, un vrai problème tech de scoring qui est que les banques ont des cases depuis les années 80-90 et les mêmes modèles, qu'il faut partir d'une feuille blanche, repartir d'une feuille blanche pour mieux scorer les indépendants. Ouais. Fatih, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Ouais. Alors, pour compléter ce que disait Ali, effectivement, il y a un point technique, donc sur l'aspect de calcul du risque, de la solvabilité, effectivement. C'est plus compliqué d'évaluer la solvabilité d'un indépendant, et même statistiquement, c'est plus risqué. Quand on prend toutes les tranches, surtout quand on est en deçà de 3 ans d'activité, statistiquement, voilà, c'est forcément plus risqué qu'un salarié en CDI. Après, le deuxième point, je dirais que on est aussi dans un environnement TOBA. Donc aujourd'hui, en tout cas, je parle du côté des pré-IMO. On est dans un environnement TOBA, donc de facto, en fait, les prêts ne rapportent plus grand-chose pour les banques. En fait, c'est un produit d'appel. Et donc, de ce constat-là, elles choisissent leurs clients et en fonction de la politique d'octroi des banques, elles peuvent intégrer ou pas les indépendants dedans. Mais donc, il y a un point de vue technique, il y a un point de vue financier où ça rapporte pas des masses pour les banques en tant que telles. Et le troisième point, je dirais, c'est que pour un conseiller bancaire, c'est forcément plus compliqué à traiter et donc plus chronophage. Donc aujourd'hui, toutes les banques sont soumises à des pressions. Toutes les agences ont eu des ruptures de coûts, entre guillemets, des pressions sur les coûts, que ce soit des licenciements ou même des fermetures d'agences. Donc en soi, un conseiller, il ne doit passer pas plus de X temps sur un dossier, et un dossier indépendant, ça prend de facto plus longtemps à analyser. Donc là aussi, il y a des conseillers qui jouent un peu la carte de la facilité, vu qu'ils ne sont pas rémunérés non plus au succès, entre guillemets. Ils se disent, moi, je ne prends pas ça et parce que c'est trop complexe pour moi. Ouais, du coup, ça leur fait une perte de temps, peut-être d'argent. Et faut qu'ils adaptent un peu leur mentalité et leur scoring, quoi. Du coup, le scoring, sur quoi ils se basent exactement pour accepter ou non un crédit, mis à part qu'il faut, par exemple, 3 ans d'expérience ou des fiches de paie d'un CDI. Tu veux dire à Mansa ou dans les banques tradies? Banque tradie, et après, du coup, tu peux nous dire comment ça. Ok, ça marche. Banque tradie, moi, je sépare vraiment la partie crédit conso et la partie crédit pro, parce que nous, on fait les deux à Mansa. On a une offre de crédit conso et une offre de crédit pro. Donc, sur la partie très conso, comme je te le disais en préambule, c'est vraiment de la fiche de paye, du revenu récurrent et généralement unique. Après, ils posent généralement des questions. Est-ce que vous êtes propriétaire, locataire? Est-ce que vous avez des enfants à charge? Depuis combien de temps vous êtes dans le même appartement? Des questions assez classiques. Mais sinon, sur la partie très financière, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment de la fiche de paye et du revenu récurrent. Donc ça, c'est pour la partie conso. Et après, tu as la partie pro, où là, la question d'ancienneté revient très fréquemment. Et c'est pour ça que je vous le disais, le crédit actuel est quand même très adapté aux PME qui ont 3 ans d'ancienneté pour juste avoir des bilans. C'est pas le cas de la plupart des indépendants que nous on adresse. La plupart ont 1 an et demi d'existence, pas encore leur premier bilan. Mais chez les banques tradis, c'est à peu près 3 bilans. Il faut avoir
il faut que ton bilan soit positif. Si tu termines dans le rouge à la fin de l'année, généralement, c'est un signe assez dangereux. Et après, tu as des bases externes que la plupart des banques vont interroger, type Altares, Banque de France. Et en fait, sur Altares, par exemple, ta société va être notée par rapport à d'autres sociétés du même secteur. Et en fait, l'une des problématiques là-dessus, et nous, on l'a expérimenté, c'est qu'en fait, Altares est très adapté aux PME, donc à des grosses entreprises. Et donc, quand il y a une entreprise d'un auto-entrepreneur, par exemple, qui va essayer d'être scoré, Altares va forcément donner une note qui est inférieure à celle du secteur parce que l'auto-entrepreneur est généralement de chiffre d'affaires qu'une PME plus adaptée. En fait, beaucoup de banques utilisent encore ces bases externes. Et ensuite, il y a tout simplement Banque de France, où on va voir, que ce soit sur la partie conso, sur la partie pro, si tu as déjà été fiché ou autre. Et c'est ce qu'on dit souvent à nos indépendants, c'est hyper important que chacun vérifie qu'il n'est pas fiché à la Banque de France, parce que parfois on peut être fiché à la Banque de France sans le savoir pour un truc tout bête, tu n'as pas payé une amende un jour, un truc de stationnement. Tu peux avoir une dégradation de ton score à un moment donné. Et après, tu as d'autres profils. Bon, il y a eu des défauts sur des crédits, mais c'est à peu près ça que les banques regardent de manière générale. C'est la partie financière, l'ancienneté, et après des bases externes, type Banque de France, Altares, Euler Hermès et d'autres. Ok. Fatih, oui, sur quoi se fondent les banques pour donner un budget, c'est ça? Sur la partie crédit immobilier, il va y avoir grosso modo 3 facteurs importants. Le premier facteur, c'est l'ancienneté. Donc, la convention de base, c'est de dire qu'il faut avoir ces fameux 3 bilans, 3 ans d'activité. Heureusement, en passant par des courtiers qui sont bons, on peut casser cette barrière. On peut arriver à faire des financements à partir de 1 bilan, donc 1 an d'activité. Donc ça, c'est pour certains profils, et on va dire pour une plus grande majorité, ce sera à partir de 2 bilans. Le deuxième facteur, c'est le revenu. Donc c'est ce qui va apparaître sur l'avis d'imposition. Donc ça, que ce soit pour un indépendant, un intermittent, un intérimaire ou tout particulier qui souhaite faire une demande, c'est vraiment ça qui va faire foi comme revenu. Parce que, par exemple, on a souvent le cas d'indépendants qui touchent le chômage pendant leur première année ou les 2 premières années de leur activité d'entrepreneur, et nous disent, bah voilà, moi je fais du CA et j'ai envie d'emprunter, sauf que ça, c'est pas valorisé par les banques, en fait, dans une demande d'emprunt. Bien sûr que c'est valorisé à minima. Faire du CA, ça reste toujours positif, mais c'est pas ça qui va être pris en compte dans le calcul de la capacité de financement. Ce qui va être pris dans le calcul, ça va être vraiment ce qui apparaît sur l'avis d'imposition. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qui va sortir de la boîte. Tout ce qui est encore dans la boîte, ça ne sera pris en considération que comme un facteur secondaire, c'est-à-dire que la boîte tourne et qu'il y a une gestion saine des comptes, quoi. Mais pour vraiment comprendre sur quoi se basent les banques, c'est l'ancienneté, le revenu, donc ce qui apparaît sur l'avis d'imposition, et la gestion des comptes. Est-ce que j'ai une gestion des comptes saine, que ce soit au niveau perso ou que ce soit au niveau de la boîte pro? Ok. Mais du coup, pour définir le budget, c'est vraiment sur l'avis d'imposition. Exact, ouais. Et ça, c'est pas assez dit, c'est pas assez clair. Tout n'est pas pris en compte comme du revenu. Donc, tout ce qui passe sur l'avis d'imposition, donc que ce soit en dividende ou en salaire, ça n'a pas vraiment d'importance. L'idéal, c'est d'avoir un petit peu des deux. Mais ce qui est important, c'est que ça apparaisse derrière sur l'avis d'imposition. Si ça n'apparaît pas, d'une manière ou d'une autre, la banque ne le prendra pas en compte. Ok. Il y a Olivier qui demandait si le versement des dividendes était assimilé comme un revenu. Ouais. Ok. Yes. Du coup, c'est quoi tous les éléments qui peuvent être pris en compte et que toute personne devrait faire pour booster son dossier pour qu'un prêt ou un crédit soit accepté? Vas-y, Fatih, je te laisse commencer cette fois-ci. Ça marche. Pour booster au niveau du pré-IMO, déjà, le premier truc auquel on pense tous, c'est l'apport. Idéalement, si vous avez plus de 10% d'apport, ça joue en votre faveur, puisque le minimum requis sur l'ancien, c'est du 10%, et sur le neuf, c'est du 5%.
Donc, si vous êtes au-dessus de ce qui est requis, par exemple 20%, ça joue en votre faveur. Ensuite, le deuxième facteur auquel on peut penser pour booster sa demande, c'est d'éviter de faire de jongler entre différents statuts. J'ai pas mal d'indépendants qui, parce que les opportunités se présentent comme ça, acceptent des CDD, puis repassent du côté de leur activité en indépendant, ou alors gèrent en parallèle plusieurs casquettes comme ça. Et le problème, c'est que si vous ne faites pas ça dans la durée, ben, on prendra en compte qu'une partie de vos revenus. Par exemple, vous acceptez une fois un CDD 6 mois et d'habitude, vous êtes freelance, auto-entrepreneur, ben, cette partie de salaire sur le CDD ne sera pas pris en compte puisqu'elle a duré que 6 mois. Et en général, pour que ce soit pris en compte pleinement, il faut que l'activité soit là depuis au moins 2 ans. 2 ans. Okay. Cas exceptionnel, 1 an, et on va dire pour la majorité des cas, 2 ans. Donc, les personnes qui font un peu à moitié CDD, moitié intérim, moitié freelance, des choses comme ça, il faut bien garder en tête, soit je fais ça dans la durée, soit je le fais pas du tout pour que derrière, je me consacre pleinement à mon activité d'auto-entrepreneur et que mon salaire soit pleinement valorisé sur cette casquette-là et pas sur les autres. Ensuite, le troisième point pour booster ou disons pour se donner toutes les chances, c'est d'éviter d'aller vers la construction. Quand vous voulez construire, c'est toujours un peu plus compliqué, on demande un peu plus de sous, etc. Donc, idéalement, en tant que projet d'achat, et le premier projet d'achat, c'est de partir sur soit de l'ancien, soit sur du neuf. Mais dès que ça passe sur de la construction, on a des départements spécialisés vers lesquels vous dirigez, mais ça reste toujours un petit peu plus compliqué et ça demande un peu plus d'épargne. En grosso modo, les banques, quand vous voulez construire, veulent que vous ayez encore du restant en termes d'épargne. Donc, c'est toujours un peu ça qui coince. Il faut avoir quand même une liste de départ qui est assez importante. Et le dernier point pour booster sa demande, c'est de ne pas trop optimiser sa boîte, parce que à vouloir faire passer toutes les charges sur la boîte, bah, effectivement derrière vous ne payez pas beaucoup d'impôts, mais le résultat net est aussi impacté et les banques n'aiment pas trop ça. Essayer de, entre guillemets, essayer d'avoir un peu un trade-off où vous savez que si vous sortez de l'argent de votre boîte, effectivement vous allez payer un impôt, mais derrière ça vous mettra dans de meilleurs augures pour le prêt immobilier. Ok. Il faut trouver le juste milieu entre les deux, quoi, du coup. C'est ça, exactement. En fait, ce qui va dans le sens d'une bonne optimisation fiscale, entre guillemets, pour la boîte, est contradictoire, entre guillemets, pour se mettre dans une bonne optimisation en termes de demande de prêt immobilier. C'est là où, en fait, il y a certains indépendants qui se tirent une balle parce que fiscalement, ils ont super bien optimisé, mais quand ils arrivent pour faire une demande de prêt immobilier, ils ne sont pas du tout dans les clous. Oui, ok. Je ne sais pas si Ali, tu as des choses à rajouter. Ouais, Fatih, tu l'as déjà dit, mais nous, ce qui est très important, on fait du crédit avec des sommes un peu moins importantes que de l'immobilier et des durées un peu plus courtes. Donc, on ne regarde pas tous les éléments que tu as mentionnés. Ce n'est pas aussi complexe de notre côté parce que ce n'est pas de l'IMO. Mais en gros, ce qui est très important pour nous, c'est la tenue de compte. C'est quelque chose qu'on regarde parce que nous, on a force de ne pas prendre trop de risques quand on prête de l'argent. Mais un autre enjeu qui est également de ne pas faire prendre trop de risques à la personne qui emprunte. Et donc, on s'assure vraiment que le client n'est pas dans le rouge plus de la moitié du temps, qu'il n'y a pas de transactions suspectes, comme on dit en banque. Et ce que j'appelle par transaction suspecte, c'est des avis de tiers détenteurs, des rejets de prélèvements. C'est hyper important de vérifier des choses toutes bêtes, que tu n'as pas eu de rejet de ta facture SFR ou autre sur les prélèvements récurrents que tu peux avoir. Donc, c'est vraiment ce qui va être hyper important pour nous parce que sinon, en termes de revenus, on finance des gens qui gagnent aussi bien 1 500 ou 2 000 euros par mois que 5 6 000 euros par mois. Donc, c'est rarement le revenu qui va faire qu'on refuse un dossier. C'est plutôt la tenue de compte parce qu'en termes de revenus, on a beaucoup d'indépendants qui gagnent 1 500, 2 000 euros par mois et qui vont demander à emprunter 10 000 euros.
nous, notre algo va juger que c'est un peu trop, mais au lieu de les refuser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire une contre-proposition en leur disant, écoute, 10 000, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais si tu empruntes 1000, 2000 sur 3, 4 mois que tu rembourses bien, bah, on pourra te réemprunter, te reprêter et ainsi de suite. Donc, c'est rarement une question de revenu parce qu'on trouve toujours des solutions, mais plutôt une question de tenue de compte et tout simplement de signal que va envoyer ton compte au moment de l'analyse. Et s'il y a beaucoup de découvertes, s'il y a des etc., c'est plutôt un mauvais signal. Donc, c'est généralement ça qui fait qu'on ne finance pas un dossier. Et après, il y a, comme je vous le disais, le côté Banque de France, de bien vérifier qu'il n'y a pas eu d'incident un peu bête que tu aurais pu oublier. Et en plus, la Banque de France peut vous envoyer en une journée un document qui explique si vous êtes fiché ou non. Et si vous êtes fiché, la Banque de France est généralement assez ouverte pour vous aider à régulariser la situation si vous êtes aussi ouvert de votre côté. Donc, c'est vraiment ces deux éléments-là qui font qu'on refuse parfois des dossiers. C'est la tenue de compte et le fait que le client puisse être fiché à la Banque de France. Ok. La Banque de France, c'est bon à savoir. Je sais que j'ai une amie qui s'était fait avoir parce qu'il y a une ancienne facture qui était passée sur un compte qui était fermé. Du coup, elle ne le savait pas et elle s'est retrouvée fichée à la Banque de France bêtement comme ça, quoi. C'est des trucs con, donc c'est important de faire attention. Ok. Et alors, je sais qu'il y a une question. Est-ce que tu as des exemples, Fatih, je pense que c'est plus pour toi, de cas exceptionnels qui nécessitent uniquement un an d'expérience pour un prêt immobilier? Enfin, un an de... Ouais. Alors, pour être, entre guillemets, dans l'élite des 1 bilan, il faut être, en général, c'est des anciens salariés avec une grosse expérience et qui facturent des TJM à 900 000 euros. Grosso modo, c'est des personnes qui dès la première année font des CA super importants et qui justifient en général de 10 ans d'expérience dans le domaine et qui passent en indépendant justement parce que ça paye mieux pour eux. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a des alternatives quand même pour les personnes dont l'activité est vraiment récente? Alors sur le prêt immobilier, les alternatives, alors celles qu'on préconise le plus, c'est le portage salarial. Si vous êtes à 6, 5, 7 mois d'activité et que vous voulez absolument emprunter dans les prochains mois, l'idéal c'est de passer en portage salarial. Moi, si vous venez me voir avec une société de portage qui vous porte, derrière moi je peux vous trouver un financement. Il vous faudra grosso modo 2-3 mois d'ancienneté sur ce process-là, quoi, d'être indépendant porté, et derrière on pourra valoriser vos revenus en tant qu'indépendant, mais porté, c'est ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, fondamentalement, c'est la portée des fiches de paie. Ouais. Et là, on revient un peu à ce que disait Ali au tout début, c'est-à-dire, il y a eu des processus qui sont nés il y a des années, et il faut rentrer entre guillemets dans des cases, et la fiche de paie, c'était la norme à l'époque. Et donc, du coup, là, revenir sur ce schéma avec le portage où on a un contrat et des bulletins de paie, même si fondamentalement ça ne vous solvabilise pas plus, nous on arrive à vous trouver du financement comme ça, donc profitez de cette manne tant qu'elle existe. Ok, ouais, c'est vrai que ça rassure un peu. Puis même c'est vrai que le portage salarial, on ne connaît pas forcément tout, c'est pas assez, mais c'est quand même un bon moyen d'avoir plus de sécurité derrière. Et surtout quand on se lance de CDI à indépendant, ça peut être un bon moyen de faire. Exact, ça fait un bon tampon. Je sais pas si Ali, tu as quelque chose à... En ce qui nous concerne, quand on a, alors il nous faut pas 3 ans nous pour financer un client. On est plutôt sur 8 mois d'activité parce qu'il nous faut un minimum de data pour prendre une décision. Donc en fait, sur les clients qui ont en dessous de 8 mois, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les accompagner pour améliorer leur tenue de compte s'il y avait un problème de ce côté-là. Généralement, ce qu'on fait, c'est que soit on finance les gens, soit on essaie de les accompagner pour un jour les financer. Donc c'est généralement ce qu'on fait avec ce genre de profil. Donc on reste en contact avec eux et quand ils ont l'ancienneté nécessaire et assez de data, on les rend en contact et généralement on arrive à les financer. Après, on essaye d'être le plus transparent possible. C'est pour ça que les clients, quand ils viennent sur notre site, la première question qu'on leur pose via un mini formulaire qui prend une minute à remplir, c'est depuis combien de temps vous êtes indépendant. Et si c'est une création d'entreprise, on préfère leur dire directement, écoute, ça sert à rien de faire le process et de perdre du temps à envoyer des documents si on sait déjà que tu vas être refusé et on reste en contact et qu'on se reparle dans 8 mois. Donc c'est généralement ce qu'on fait. Et après, il n'y a pas énormément d'alternatives. Tu as l'ADI
en France qui fait un financement de création d'entreprise. Après, c'est pas du tout un process en ligne. C'est plutôt un process bancaire très tradit où tu as une agence, où tu vas avoir ton conseiller qui va t'aider à faire un business plan, etc. Donc, c'est pas trop ce qu'on fait nous, mais c'est, je pense, une bonne alternative pour les auto-entrepreneurs, les indépendants qui commencent et qui ont besoin d'un petit financement au début. Ok. Et pour rajouter sur la partie Primo, il y a aussi les coopératives d'activité d'emploi. Donc ça, je connais un petit peu moins, mais j'ai vu aussi les personnes qui ont des contrats de CDI avec ces coopératives et qui ont réussi, des indépendants qui ont réussi à obtenir un prêt sans problème grâce à ça. Donc nous, on n'a pas eu ce cas-là particulièrement, mais j'en ai entendu parler, donc je préfère vous en parler aussi. Et sinon, trouver un copain ou une copine en CDI aussi, ça aide. Ok. Ali, je sais pas si tu veux parler du coup un peu plus de Mansa. Comment du coup on peut emprunter un peu moins enfin jusqu'à 10 000 euros avec Mansa, comment ça se passe, etc. Ouais, bien sûr. On a, en fait, on a deux offres, donc une où il y a deux vrais use cases. Donc, tu as la première qui est l'offre purement crédit conso. Donc là, c'est un indépendant qui va avoir un besoin personnel comme faire des travaux chez lui, s'acheter une voiture. Donc ça, il peut venir emprunter chez nous. Je détaillerai le process ensuite de manière très précise. Et ensuite, il y a la deuxième offre qu'on a qui est une offre crédit pro. Et en fait, sur cette offre crédit pro, elle est scindée en deux parties. T'as un premier use case qui est le prêt pour investir dans ta micro-entreprise, par exemple. Je sais pas, tu vas acheter du matériel. Ça, c'est le premier point. Et tu as le deuxième point, et c'est celui qui marche le mieux en ce moment, probablement lié à la période, qui est la ligne de crédit, la ligne de trésorerie. C'est-à-dire que tu vas venir sur Mansa, tu vas faire ton process, on va te dire, OK, on te laisse une poche de 10 000 euros. Et en fait, tu vas payer uniquement ce que tu utilises. Si tu empruntes, si tu as une poche de 10 000 et que tu vas utiliser sur ces 10 000 que 2 000, on va te faire payer des intérêts que sur les 2 000 et pas sur les 10 000. Et ensuite, cette poche se recharge et ainsi de suite et tu as toujours accès. C'est une sorte de crédit renouvelable, mais pas trop crédit renouvelable. C'est plutôt une ligne de trésor assez flexible où tu peux adapter tes mensualités hyper facilement. Et ensuite, sur le process d'inscription, nous, on veut que ce soit 100% en ligne. Donc, il n'y a pas d'intervention humaine. Il y a des gens, évidemment, en customer support avant ça s'il y a besoin. Mais l'idée, c'est que ce soit le plus fluide possible et que toute l'inscription se fasse sur la plateforme en ligne. Donc, on n'a pas d'agence, on n'a pas de conseiller que tu vas venir rencontrer. C'est vraiment uniquement sur notre site GetMansa. Et en fait, quand tu arrives sur le site, c'est ce que je vous disais, il y a un petit formulaire avec une dizaine de questions qui va directement nous permettre de te dire si ça vaut le coup que tu fasses le process ou si ça sert à rien et si c'est mieux qu'on se reparle dans quelques mois quand tu auras plus d'ancienneté. Et ensuite, après ce typeform, le process, en gros, très classique, c'est nom, prénom. On utilise l'open banking. En fait, c'est une technologie qui permet aux gens de connecter leur compte bancaire et qui nous permet à nous de récupérer les relevés automatiquement sans qu'ils aient à nous les envoyer par la poste ou à les scanner, les envoyer par email. Donc, ça nous fait gagner un temps fou, aussi bien à Mansa qu'au client. Ensuite, tu as une partie réglementaire qui est classique, obligatoire pour nous en tant que prêteur, qui est la partie KYC. Donc, en fait, on est obligé de vérifier l'identité du client. Donc, là, il va juste prendre sa pièce d'identité, il va la prendre en photo ou l'upload s'il l'a déjà sur son ordinateur. Nous, on va la vérifier automatiquement. Donc, la vérification d'identité chez nous, c'est en quelques secondes. Et ensuite, tu as vérification, confirmation plutôt du montant que tu as envie d'emprunter et de tes mensualités. Et ensuite, si le crédit est validé sur la base de ce qu'on a étudié sur ton compte bancaire, là, on t'envoie un contrat signé de manière électronique. Et en 24-48 heures, tu as les fonds disponibles sur ton compte. Donc, généralement, quand tu fais ta demande un lundi, par exemple, mercredi ou jeudi, tu as les fonds sur ton compte. Et ensuite, sur la vie du crédit, c'est extrêmement simple. C'est un prélèvement automatique tous les mois. Donc, on te prévient quelques jours à l'avance à chaque fois. Parce que souvent, les gens oublient qu'ils ont contracté un crédit et qu'il y a un prélèvement qui tombe. Donc, on leur fait un petit mail pour leur dire que voilà, ils vont être prélevés de telle somme et qu'il leur reste encore tant de mensualité à payer. Et ensuite, le prélèvement automatique tous les mois. Donc, c'est relativement simple. C'est un peu la proposition de valeur chez nous. C'est que tu puisses avoir une réponse dans la journée et ton crédit en 24-48 heures. Cool. Rapide, simple et efficace. Tout ce qu'on aime. Et du coup, toi, Fatih, toi, c'est plus du coup sur les gros prêts pour les prêts immobiliers. Du coup, si tu veux parler un peu plus d'Achille, savoir s'il faut se tourner plus vers une banque ou vers un courtier. Toi, qu'est-ce que tu apportes du coup au profil non CDI, etc. Yes.
Du coup, chez Achille, on a deux services. Le premier service, c'est un service de mise en relation. Donc, il suffit de faire une demande en ligne. Et derrière, il y a un entretien téléphonique qui est planifié avec la personne qui souhaite emprunter. À ce moment-là, pendant cet entretien téléphonique, on essaie de comprendre clairement quelle est la situation de la personne et quelle est la nature de son projet. Est-ce que c'est de l'investissement locatif? Est-ce que c'est de la résidence principale? Est-ce que c'est de la résidence secondaire? Est-ce que c'est un indépendant? Est-ce que c'est un intérimaire? Est-ce que c'est un salarié? Est-ce qu'il y a un co-emprunteur? Bref, on assesse grosso modo la globalité de la demande. Et derrière, on fait un matching en fait le plus adapté et compétent. On a un algorithme en fait. On a un mapping de X courtiers et en fonction du besoin qui a été recueilli, on a des courtiers qui sont préconisés. Et donc, on préconise un courtier le plus adapté, le plus compétent pour ce type de demande-là. Ça, en gros, ça prend 24 heures en temps d'avoir l'entretien téléphonique et la proposition. On fait ça en moins de 24 heures. Nous, on a mis sur le site en moins de 48 heures, mais dans les faits, on le fait en moins de 24 heures. Okay. Et le deuxième service, c'est un service de coaching. Donc là, l'idée, c'est de préparer en amont une demande de financement. Donc on a pas mal d'indépendants qui nous demandent sur ce service-là, parce qu'ils sont un peu perdus justement sur qu'est-ce que je dois faire comme action pour justement me mettre dans les meilleures augures possibles. Et ça, c'est facturé 350 €. Le service de mise en relation, lui, est gratuit et on se rémunère auprès des courtiers partenaires, en fait. On leur apporte du business et donc, du coup, sur les honoraires qu'ils facturent sur les clients qu'on a apportés, nous, on prend un prorata. Donc, le service de mise en relation est gratuit. Le service de coaching, c'est 350 € au début upfront, quoi. Et ça s'étale sur 3 à 6 mois. Et on travaille en amont une demande pour faire en sorte que l'indépendant n'attende pas ces 3 bilans pour obtenir enfin un financement immobilier, mais bien avant, bien en deçà de ça, et faire en sorte de maximiser la probabilité d'obtention d'un prêt immobilier. Donc, c'est ce service de mise en relation, coaching, et voilà. Et du coup, la première partie que vous faites, c'est gratuit? Ouais, exact, c'est gratuit. Donc, on se rémunère du côté de nos courtiers partenaires. C'est eux qui nous rémunèrent. Nous, on est aligné en fait avec le client. C'est-à-dire que si on fait un mauvais matching, c'est-à-dire que si on préconise pas le bon courtier pour la bonne personne, derrière, c'est un prix immobilier qui se fait pas. Et donc, nous, on n'est pas payé. Donc, nous, on est incentivé, entre guillemets, à aller chercher le meilleur pour la personne pour que derrière, ça se fasse. Et nous, on est payé quand le particulier a signé l'offre de prêt. Ok. Du coup, je pense qu'on a répondu à la question de Léa. Quel est le modèle de rémunération d'Achille, notamment si on choisit la formule gratuite, mais du coup, je pense que tu as tout répondu. Ok. Il y a une question de Raymond qui demande si je suis au chômage et que je ne me verse pas de dividendes, est-ce que ça veut dire que la banque ne retient que l'ARE? En fait, le chômage, elle ne le prendra même pas en compte, en fait. C'est clair et net, tout ce qui est RSA, Pôle emploi, etc., ça n'est pas pris en compte comme du revenu. Même si en soi, vous pouvez justifier que vous en avez pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce ne sera pas pris en compte. Donc justement, c'est bien le sujet de pas mal d'indépendants et c'est normal, ils profitent du Pôle emploi qui leur permet de commencer leur activité dans les meilleures augures et dans toute sécurité. Donc, ils touchent leur Pôle emploi tout en ayant leur activité d'indépendant. Et donc, ça, c'est super d'un point de vue pro, mais d'un point de vue IMO, ça l'est moins parce que vous ne versez pas de revenus et donc, derrière, la banque considère qu'à ce stade-là, en fait, vous n'avez pas de revenus. En fait. Elle ne prendra pas en compte ce chômage. Ouais. Ok. Et ça, c'est un peu pour vous deux, selon les cas, mais vous, est-ce que le type de métier exercé joue un rôle dans l'accès au crédit? Ouais, clairement, forcément, parce que tu scores pas de la même manière un développeur web qu'un chauffeur VTC. C'est pas du tout le même type de job. Il y a aussi des jobs qui sont beaucoup moins stables. Et je vous donne un exemple très concret et très transparent. Pendant la crise, nous, on a continué à faire du crédit,
mais forcément tout ce qui était profil événementiel, restaurateur, étant donné qu'on ne bénéficiait pas du PGE de l'État, on n'a pas pu faire ce type de crédit. Donc forcément, le métier, le secteur d'activité rentre pleinement en compte au moment de prendre une décision, et nos algos sont entraînés pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on va plus discriminer un VTC en comparaison à un développeur. C'est juste que c'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas du tout le même type de revenus, c'est pas du tout la même fréquence de revenus, le même type de clients. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en compte et dont on tient compte forcément au moment de prendre une décision. Ouais. Ok. C'est aussi vrai, mais je dirais un petit peu plus nuancé sur la partie IMO. C'est-à-dire que effectivement, tous les métiers tech sont plutôt bien vus. Tous les métiers de la profession médicale ou juridique, du type avocat, etc. Forcément, toutes ces professions-là sont mieux vues. Souvent mieux rémunérées. Ouais, sont mieux vues. Et après, à côté de ça, être un community manager, un graphiste, un UX designer ou autre, ça change pas énormément la donne, quoi. Ok. Il y a Christian qui demande, pour l'acquisition VIA vers une SCI non créée, comment ça se passe? Immeuble mixte, résidence principale et activité professionnelle. Moi, j'avoue que c'est un peu flou comme question. Bon, attends, je vais essayer de la lire, moi. C'est dans le chat. Alors, vous pouvez acheter via une SCI, donc une société civile immobilière. Donc, il faut la créer. Et la seule chose qu'il faut savoir, ça a un coût. Alors, ça peut être intéressant parce que derrière, ça peut faire bénéficier de certains régimes fiscaux qui peuvent être intéressants. Mais est-ce que ça grandit les chances d'obtenir un emprunt immobilier? Non, ça change pas la donne. C'est pas parce que j'achète via une SCI et que je vais acheter en ayant ma boîte qui est détentrice d'une partie de la SCI, parce que j'ai le cash dedans, que la banque ne va pas aller regarder la situation personnelle qui est la situation personnelle de la personne qui, elle, est détentrice de la boîte. Donc, ça peut être intéressant. Il faut créer la SCI. Alors, en plus, je vois immeuble mixte, donc ça peut être une super opportunité. Hein, c'est pas mal. Les immeubles de rapport, il y a des bons rendements dessus. Et qui plus est sur du mixte, ça peut être intéressant. Mais ça ne facilitera pas la donne sur l'accès à l'emprunt immobilier. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Ok. N'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions. Et après, il y a une question un peu plus perso pour Aline, de Georges, qui demande si on peut faire une levée de fonds sans avoir fait de chiffre d'affaires, même si notre boîte a un fort taux de scalabilité. Alors oui, c'est possible. Ça s'appelle en langage startup et levée de fonds faire un pré-seed. C'est généralement quand tu lèves alors que tu n'as pas encore ton produit, tu n'as pas ton product market fit, tu n'as pas beaucoup de chiffre d'affaires ou tu n'en as pas du tout. Alors il y a peu de fonds en France qui en font. Nous, on a eu la chance d'en avoir un parce qu'on a levé. Quand tu fais du crédit, tu as besoin de lever de l'argent pour exercer. Donc nous, on a levé, on ne faisait pas de chiffre d'affaires. Donc oui, c'est possible, mais il y a très très peu de fonds qui en font. Sinon, le plus simple, c'est de passer par des business angels. C'est le meilleur truc. Après, la réalité, c'est que dans la période actuelle, ça va être de plus en plus complexe et de plus en plus rare de lever sur des boîtes qui font pas encore de chiffre d'affaires. Liés au Covid, liés à des fonds d'investissement qui sont de plus en plus frileux. Mais oui, sinon, ça me semble tout à fait faisable et tout dépend genre du montant que tu veux lever. Si c'est 1 ou 2 millions, ça devient assez complexe. Après, si c'est quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros, ça me semble tout à fait faisable avec des angels. Ok. Ça, c'est plus pour Fatih. C'est Lorraine qui demande si le fait d'avoir déjà un crédit IMO, mais qui est couvert par la location de cet appartement, est un avantage ou un inconvénient? Ça va dépendre pour certaines banques, en fait. S'il y a déjà un loyer qui tourne, donc vous êtes propriétaire d'un investissement locatif, il y a des locataires et que les loyers tombent, il y a des banques qui vont prendre à 100% ces revenus locatifs.
Donc à ce moment-là, si c'est prêt à 100% et que vous êtes cash flow positif, bah non, ça va pas. Au contraire, ça va être plutôt positif pour vous. Et qui plus est, si vous voulez partir sur un deuxième projet, bah, ça crédibilise vachement votre capacité à gérer ce type de projet. Donc non, ça n'est pas un inconvénient. Après, il y a certaines banques qui valorisent pas à 100% les revenus locatifs, et à ce moment-là, ça peut du coup grignoter sur la capacité d'endettement, parce qu'il faut savoir qu'il y a ces fameuses règles de 33% de taux d'endettement max. Donc c'est juste ça. Donc non, c'est pas un problème si on s'adresse aux bonnes banques. Au contraire, c'est même très bien. Ok. Du coup, je sais pas s'il y en a qui ont des dernières questions. C'est le moment. Olivier qui demande 300 000 en cash et j'ai un chiffre d'affaires. Bah, peut-être que Fatih, tu peux le lire directement. Ouais, je le mets là sous les yeux. Ouais. Du coup, c'est un cas précis. Alors, du coup, 300 000 euros en cash et j'ai un CA de 210K après 15 mois d'existence. Ok. Et je vais tout sortir en dividende pour mon premier bilan. Le premier bilan 100K net d'impôt. Ok. Et appart dans lequel je vis, déjà payé à mettre en location. Métier dans la tech. Ouais, il y a plein de points positifs. Surtout pour 200K, oui. Ce que je te conseille, c'est de faire une demande sur notre site, achille.fr. On pourra en discuter plus amplement. Mais je vois plein de points positifs. En 15 mois, ça reste récent, mais potentiellement, à la lumière des premières infos, il y a peut-être une chance d'obtenir un emprunt. Sur 200K, c'est pas non plus énormissime. Ok. Est-ce que vous pouvez laisser vos coordonnées pour vos sites pour qu'après ils puissent vous contacter? Carrément, avec plaisir. Donc achille.fr et je vais laisser mon adresse mail pour ceux qui veulent m'envoyer des questions en direct. Cool. Dernière question ou pas? Après, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Ali, Fatih? Écoute, nous, de notre côté, enfin de mon côté, tout est plutôt clair, mais s'il y a des indépendants qui cherchent un prêt conso ou une ligne de trésor, écoute, on se donne rendez-vous sur getmonsa.com, on sera ravis de les aider. Ok, cool. Carrément, pareil. C'était un plaisir de partager ce webinaire avec vous, Cherry Mansa et ceux qui nous regardent. Si vous avez un projet immobilier, sachez que même si vous êtes indépendant, que vous soyez intérimaire, bref, tous les profils qui n'ont pas de CDI en soi, sachez qu'il existe des solutions de financement, que vous n'êtes pas obligé d'attendre ces fameux 3 années d'existence et qu'on est là pour vous épauler dans cette démarche, pour vous permettre de devenir soit investisseur ou propriétaire. Donc voilà. Et puis on espère que ça va évoluer un peu cette mentalité par rapport aux indépendants et leur méthode de scoring aussi. Exactement. Je pense que c'est avec des initiatives comme celle d'Ali, comme la mienne, que petit à petit, en fait, on va les challenger, on va essayer de changer les mœurs et que derrière, ce sera des startups comme Mansa qui donneront le là sur le scoring des indépendants et qui permettront de faire passer, entre guillemets, les banques d'un ancien monde à la réalité du marché. Ouais, carrément. Cool. Du coup, merci beaucoup à vous deux. Merci à tout le monde d'avoir participé. Ce sera toujours dispo en replay, même si vous voulez le partager et le revoir. Et puis, du coup, n'hésitez pas à contacter Ali et Fatih. Et du coup, bonne soirée. Pour moi, ça va être terrasse et bière. Carrément. Profitez du soleil. Ok, cool. Bonne soirée tout le monde. Salut, merci. Salut, ciao.